Bienvenue à tous et à toutes et merci beaucoup de votre présence ce midi avec nous. Sûrement qu'il y a d'autres gens qui vont se connecter là, au fur et à mesure que les minutes avancent. Fait que par respect pour ceux qui sont déjà avec nous, on va débuter notre webinaire. Mon nom est Nathalie Boudreau et je suis conseillère en transfert d'entreprise pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Merci beaucoup pour la présentation de ce midi à notre partenaire et co-créateur de ce webinaire, IG Gestion privée de patrimoine. Nous sommes avec vous là, jusqu'à 13 heures. Tout est programmé là, pour terminer à 13 heures. Nous avons Nolwenn et Chantal, qui sont deux collègues du CETEC, qui sont avec nous. Vous ne les verrez pas à l'écran, mais ils sont plutôt réservés. Vous pouvez l'entendre à l'occasion, mais vous ne les verrez pas avec nous. Si vous avez des questions tout au long de la présentation de nos deux conférenciers, je vous invite à les poser dans le Q&A. Si vous avez des commentaires tout simplement là, dans le chat, les questions dans le Q&A vont nous permettre là, de faire la présentation là, à la période des questions un peu plus tard. Fait que sans tarder, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment les assurances et la gestion du risque. Sujet trop souvent négligé dans le processus d'acquisition d'une entreprise. Souvent, on va se préoccuper du financement, du légal, la vérification diligente, ben, à la rigueur des assurances dommages pour notre entreprise. Et trop souvent, on se préoccupe pas, on ne se pose pas de questions tant qu'à la question de la gestion des risques qui est liée au propriétaire lui-même et même parfois aux autres personnes clés qui sont dans l'entreprise. Pour la prochaine heure, nous avons le privilège d'être accompagnés par deux experts en la matière. Michel Poulain œuvre dans l'industrie de l'assurance depuis plus de 20 ans. Il a rejoint IG Gestion de patrimoine en 2016. Il se spécialise dans la gestion des risques et soutient les planificateurs financiers dans l'accompagnement de leurs clients. Maxime Lamoureux, tant qu'à lui, est planificateur financier au sein du groupe IG Gestion privée de patrimoine depuis plus de 18 ans. Il travaille donc en étroite collaboration avec M. Poulain. Maxime s'est entouré d'une équipe et accompagne de nombreux chefs d'entreprise et s'assure que chacun d'entre eux ait un plan financier qui leur permettra de tirer un maximum de leurs ressources financières. Et même si vous êtes au début de l'acquisition d'une entreprise, il n'est jamais trop tôt pour planifier sa retraite parce qu'un jour, vous allez vouloir transférer cette entreprise-là. Fait que sans plus tarder, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on a quand même un contenu assez étoffé, je vous laisse avec Maxime et Michel là, qui vont vous entretenir pour les prochaines 40 minutes, si ma mémoire est bonne. Puis ensuite, je viendrai vous présenter un peu le CETEC et s'assurer de répondre aux questions que vous nous aurez posées dans le Q&A. Fait que sur ce, bon webinaire, Michel et Maxime. Merci Nathalie. Merci. Merci Bonjour tout le monde. Nathalie. Bonjour. Enchanté. Je suis bien content d'être là aujourd'hui pour vous présenter là, ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, au niveau de notre ordre du jour, là, on va définir vraiment là, au niveau du besoin en gestion du risque pour le repreneur ou pour tout entrepreneur là, en général. Puis, on va définir les trois aspects clés de la protection de personnes, pas d'assurance de dommages, mais vraiment de personnes. Parler d'assurance vie, invalidité, maladie grave et tenter de vous rendre ces sujets-là intéressants aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va regarder au niveau du défilement des diapositives. Parfait. Donc, au niveau de la gestion du risque, on veut vraiment mettre l'emphase sur le volet assurance, volet protection aujourd'hui. Par contre, je ne voulais pas passer sous silence là, la gestion du risque au niveau légal, qui est hyper important et aussi parfois souvent négligé. Donc, au niveau de la structure d'entreprise, comment on structure nos opérations au niveau légal, au niveau fiscal est très important. Ce n'est pas parce qu'on reprend l'entreprise de quelqu'un qui est déjà dans une société par action ou en non collectif ou travailleur autonome qu'on doit nécessairement répéter la même structure. Je crois que c'est super important avec votre planificateur financier, comptable, fiscaliste, d'évaluer c'est quoi les risques liés à votre entreprise, les risques de crédit, les risques de poursuite, les risques de protéger vos actifs que vous allez accumuler au fur et à mesure, puis quelles sont les structures potentielles
pour bien vous protéger par rapport à ça. Par la suite, au niveau de la convention entre actionnaires, bien entendu, si vous êtes plus qu'un, c'est un document qui est essentiel pour rédiger toutes sortes de clauses qui vont gérer là, les risques ou les situations potentielles, puis comment qu'on voudrait régler ce genre de situation-là. Par exemple, si un des deux veut se retirer ou un des trois, quatre, peu importe le nombre d'actionnaires, si un des actionnaires décède, si un des actionnaires tombe invalide. Donc, toutes ces clauses-là peuvent être rédigées à l'avance pendant que ça va bien, pendant que les choses se déroulent cordialement entre les différents actionnaires. Fait que ça, il ne faut pas tarder à bien rédiger ce document-là et à être bien accompagné. Un des aspects que nous, notre rôle comme planificateur financier aussi est très important là-dedans, c'est au niveau du testament, mandat de protection, de s'assurer qu'il y a un lien avec l'entreprise, autant pour la pérennité de l'entreprise en cas de décès ou d'inaptitude, mais autant pour votre transfert de patrimoine, pour s'assurer que c'est équitable envers vos différents enfants si vous en avez plus qu'un et que ça respecte vos volontés. Souvent, on va voir le mandat de protection, le mandat d'inaptitude anciennement, que la personne qu'on nomme pour s'occuper de nous, nos affaires ou notre entreprise, c'est toute la même, mais parfois notre conjointe qu'on nomme plus souvent qu'autrement dans ces mandats-là n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise réellement. Donc, parfois, on va recommander à nos clients de nommer quelqu'un d'autre comme mandataire spécifiquement pour l'entreprise. Donc, je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet parce qu'on pourrait faire une présentation juste sur le volet légal, fiscal, des structures, des documents, mais je ne voulais pas le passer sous silence non plus en guise d'introduction parce qu'on parlait vraiment de gestion du risque. Au niveau du volet assurance, bien entendu, il y a tout ce qui est assurance de dommages qu'on va faire d'emblée pour assurer nos bâtisses, nos biens, et ainsi de suite. Mais nous, on va vraiment s'attarder à tout ce qui est assurance de personnes, assurer l'actionnaire ou l'employé clé. Donc, assurance vie, invalidité, maladie grave. Avant d'aborder l'assurance vie, qui est notre prochain sujet, je laisserai Michel peut-être vous parler un peu là, des risques liés à ça, parce que c'est beau les gérer, mais il faut être conscient qu'il y en a quand même des risques, même si des fois on pense qu'on est invincible ou que ça arrive aux autres, mais pas à nous autres. Merci, Maxime. Bien, vous avez très bien introduit. Nathalie l'a fait d'entrée de jeu, aussi toi aussi. En gestion des risques, nous, on regarde particulièrement le risque lié sur les individus. Évidemment, vous avez des risques à gérer, le cadre légal, juridique, risques reliés au marché, au crédit. Un risque sur lequel vous avez plus de contrôle, c'est le risque sur vous-même. Alors, sur votre personne, vous savez, votre actif le plus important, c'est votre santé qui vous permet d'aller engendrer vos revenus puis de faire prospérer votre entreprise. Nous, notre rôle, puis vous le savez, là, l'assurance, c'est des statistiques, c'est de la gestion de probabilité. Ça fait partie de notre quotidien. Regardez, j'ai fait un exemple, un homme non-fumeur de 30 ans. Le risque quotidien que cette personne-là gère dans sa vie, disons, avant la retraite, regardez les probabilités d'être invalide avant 65 ans sont à 21 %. Alors, si je vous disais, vous avez une probabilité sur 5 de vivre une invalidité, en moyenne, les invalidités durent 2,9 ans. Alors, c'est un risque à gérer. Comment on va le gérer? Bien, ça vous appartient, évidemment, mais comment vous allez investir votre dollar risque par rapport à ces risques-là? Les risques reliés aux maladies graves, encore un peu plus élevés. Au Canada, par exemple, l'âge moyen d'un prestataire d'assurance maladie grave, c'est 47 ans. Alors, tous ceux sur l'appel qui ont moins de 47 ans, vous avez un risque qu'on appelle ascendant. Et ceux qui ont plus de 47 ans, ils ont un risque un peu plus sur la pente descendante. Mais c'est quand même un risque important parce que c'est presque une probabilité sur 3,5 à peu près, je le dirais, et le risque de décéder avant 65 ans. Donc, dans la gestion de votre entreprise, évidemment, avec votre partenaire ou vos partenaires, il faut adresser ça. Et comme Maxime l'a très bien expliqué d'entrée de jeu, ça passe souvent par la convention entre actionnaires. Je te retourne ça, Max. Excellent. Fait qu'au niveau de l'assurance vie, dans le fond, la première chose à déterminer, c'est notre besoin. Donc, déterminer c'est quoi qu'on couvre avec ça, cette assurance vie-là, quand on parle de compagnie, de corporation, de repreneur. Donc, le premier besoin à regarder au niveau de l'assurance vie, c'est bien entendu tout ce qui est protection des dettes ou de balance de
prix de vente. Parfois, certains repreneurs vont s'entendre avec le cédant pour dire je te paye un montant, mais j'ai une balance de vente que je vais te payer sur X années pour rassurer le cédant, de s'assurer que s'il arrive un événement catastrophique puis son repreneur décède, bien, on va vouloir protéger cette balance de vente-là pour que s'il y a un décès, l'argent va rentrer puis le cédant va pouvoir être payé à même cette prestation-là. Donc, ça, c'est le besoin de base. Est-ce qu'on est obligé de couvrir toutes les dettes de l'entreprise? Probablement pas, dépendamment c'est quoi les dettes, c'est quoi les actifs qui sont liquides, les actifs qui sont disponibles là, en cas de décès de l'actionnaire ou d'un des actionnaires. Mais c'est certainement quelque chose à regarder attentivement, le niveau de dette qu'on a dans l'entreprise. Au niveau d'un besoin aussi, c'est vraiment de dire, bon, si j'ai une protection suffisante qui rentre dans la compagnie et qui arrive de quoi pour m'assurer de la pérennité, la continuité de mon entreprise, bien, c'est sûr que ça vient rassurer que ce soit nos créanciers, nos fournisseurs, les employés, les autres actionnaires, de dire, OK, on a un montant, on fait un meeting, oui, on a perdu un de nos actionnaires, on a perdu notre dirigeant. Par contre, soyez sans crainte, il y a des fonds qui sont prévus, on va passer au travers de ça, quittez pas le navire, puis on va être capable de supporter l'entreprise malgré la perte de cette personne clé-là. Un des aspects très importants également au niveau du besoin, c'est lorsque plus qu'un actionnaire, on a une convention d'actionnaires qui prévoit qu'en cas de décès d'un ou l'autre, bien, l'autre a le privilège, a le premier droit de regard de racheter les parts. Ce qu'on veut comme actionnaire, généralement comme entrepreneur, c'est que si on décède, notre famille soit à l'abri du besoin, puis qu'elle puisse se faire payer les parts de façon facile et rapide. L'assurance vient directement combler ça, de dire, bien, si je décède, je vais avoir prévu un montant suffisant pour que mes actionnaires survivants soient capables de verser un chèque, régler tout de suite à ma succession, ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, la valeur de mes parts et non d'attendre et d'espérer qu'il y a encore des bénéfices suffisants pour racheter graduellement ces parts. Donc, ça, c'est clairement important de faire un lien direct entre la convention, la formule de calcul, ça va être quoi qui va être utilisé pour déterminer la valeur de l'entreprise. Et suite à ça, bien, on va être capable de déterminer c'est quoi le montant d'assurance qu'on a besoin pour ça. Aussi, parfois, quelqu'un pourrait dire je n'ai pas tant besoin d'assurance, je suis tout seul, je n'ai pas d'enfant, ça ne me dérange pas que la continuité de l'entreprise. Par contre, au niveau de diverses stratégies à long terme pour transférer notre patrimoine, que ce soit à des héritiers ou que ce soit une fondation ou autre, bien, de souscrire une assurance tôt dans le processus qui ne coûte pas vraiment cher, on va le voir tantôt au niveau temporaire, mais qu'on peut convertir en assurance permanente pour faire différentes stratégies de transfert de patrimoine. Ça peut être un besoin qu'on cherche à combler, de garantir qu'on est assurable, qu'on a une protection, qu'on peut convertir dans le futur. Donc, il y aurait d'autres besoins qu'on pourrait élaborer, mais les principaux qu'on regarde, c'est vraiment ça. Au niveau des différents points clés avant de mettre en place une couverture, quand on a une structure simple, que c'est juste un travailleur autonome ou il y a juste une compagnie, c'est assez simple en général de déterminer où on va mettre l'assurance. Par contre, quand on commence à instaurer des structures plus complexes avec des fiducies, compagnies de gestion, différentes coquilles, bien là, on veut vraiment s'assurer qu'on va mettre en place l'assurance au bon endroit. Parce que tout transfert de produits d'assurance entre les entités peut occasionner des conséquences fiscales fâcheuses. Donc, c'est important de bien faire ça. Qui paye l'assurance, puis quel impact que ça va avoir sur les prestations. Ça aussi, c'est à regarder attentivement là, pour bien mettre en place. Un point qu'on voit parfois aussi en pratique, c'est au niveau des primes. Des fois, les gens pensent que c'est déductible d'impôts, comme les assurances de dommages, par exemple, mais l'assurance vie, si on veut que la prestation soit libre d'impôts dans la société, bien, il ne faut pas la déduire. On paye vraiment cette prime-là à même des bénéfices nets, des bénéfices après impôt, puis on ne déduit pas la prime en règle générale là, au niveau de ces assurances-là. Au niveau des avenants garanties supplémentaires, Michel, peut-être tu peux élaborer un petit peu plus sur ce genre de clause-là. Oui, effectivement. Bien, en fait, comme on disait tantôt, pour ne pas créer de la pression sur les liquidités de l'entreprise, puis avoir toujours les liquidités disponibles pour racheter la part d'un partenaire qui est décédé ou qui est invalide, c'est important de considérer 3 facteurs. Maxime l'a dit, la juste valeur marchande de votre entreprise, donc la valeur de votre capital action,
l'endettement de l'entreprise, comment on va adresser ce sujet-là, mais aussi la croissance future. Parce qu'une entreprise que vous achetez aujourd'hui, vous espérez l'amener à la prospérité puis la faire croître à un taux de croissance qu'on est capable d'évaluer là, assez précisément. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met ce qu'on appelle des garanties complémentaires sur les contrats de base et ça nous permet d'augmenter, de suivre l'évolution de la valeur de notre entreprise avec le temps, puis toujours maintenir le capital d'essai et ou invalidité là, euh, approprié selon l'indexation d'un et la croissance de l'entreprise. Fait qu'on met des garanties complémentaires et on ne retourne jamais après en assurabilité, poser des questions médicales. On suit tout simplement l'évolution. Voilà. Exact. Parfait. Puis ça peut aussi couvrir au niveau de l'augmentation de votre pourcentage de parts. Si vous détenez présentement 25 des parts, mais qu'éventuellement vous avez 50 des parts, bien, vous avez plus de participation en termes de dollars. Donc, on peut utiliser ces clauses-là également. Donc, au niveau des mythes, autres considérations que je voudrais aborder par rapport à l'assurance vie, c'est souvent, bon, c'est cher ces affaires-là d'assurance vie, je n'ai pas les moyens, ça ne me tente pas de rembarquer une autre dépense parce que je suis conscient qu'on en paye pas mal de l'assurance, autant personnelle que dans la compagnie. Mais il y a moyen de se protéger adéquatement, surtout en assurance vie temporaire pour des fractions de prix. Donc, ce n'est pas un argument à supporter là, puis à garder. Au niveau de la déductibilité d'impôt, là, je l'ai dit tantôt. Au niveau des assurances personnelles, souvent, on va avoir nos propres assurances vie pour couvrir peut-être notre hypothèque, notre remplacement de revenus, les frais funéraires, des choses comme ça. Par contre, au niveau de la compagnie, ben, c'est un autre besoin qu'on va venir combler. Fait que c'est pas parce qu'on a déjà des assurances vie personnelles que le besoin total est comblé, comme on l'a vu tantôt là, au niveau des différents besoins. Souvent, ce que je me fais dire aussi quand les compagnies sont rentables puis qui génèrent des bénéfices importants à chaque année, c'est de dire, ben, je n'ai pas vraiment besoin de prendre ça parce que de toute façon, il y a des profits qui rentrent régulièrement, puis on va être capable de continuer à supporter la perte de cet actionnaire-là, ou on va être capable de racheter les parts à même les bénéfices. Mais quand il y a un départ d'un des actionnaires, un décès subi, ce n'est pas nécessairement vrai que les bénéfices continuent de façon linéaire ou de façon croissante. Puis on veut vraiment avoir ces liquidités-là pour être capable d'enlever de la pression à l'entreprise pour pas qu'elle soit obligée d'absolument générer des gros bénéfices pour juste racheter les parts du défunt. Donc ça, c'est à considérer aussi. Dernier point là-dessus qui est très important, au niveau de l'assurance prêt. On rencontre souvent nos entrepreneurs qui ont pris un prêt commercial pour de la machinerie, une bâtisse, quoi que ce soit, puis qui ont l'assurance vie sur le prêt. Ce n'est pas fondamentalement mauvais, c'est juste que dans l'analyse des besoins, quand on est capable de déterminer le montant puis de dire, bien, je vais prendre une assurance à part de mon prêt, bien, là, vient avec ça plusieurs avantages. Les principaux, c'est bien, que le montant demeure toujours le même. Il ne diminue pas au fur et à mesure qu'on rembourse la dette. Quand on veut changer de prêteur, ben, si on a des meilleures conditions ailleurs où il arrive un conflit avec notre prêteur actuel, ben, on est beaucoup plus flexible parce qu'on peut garder la couverture à part. Puis là, on peut renégocier un nouveau prêt sans se soucier, hey, je suis assurable. Parce que si je ne suis pas assurable, puis c'était lié au prêt, je suis pris pour rester avec le même banquier, avec le même prêteur, parce que sinon, je ne pourrais pas avoir cette protection-là. Un autre aspect, c'est que l'assurance vie individuelle peut être transformée en assurance permanente pour faire différentes stratégies là, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment quelque chose là, à regarder. Michel, je ne sais pas si tu avais des points à ajuster par rapport à assurance prêt ou assurance individuelle par rapport à ça. Un autre avantage, peut-être, c'est aussi qu'il y a des avantages fiscaux indéniables à détenir une assurance vie dans une corporation qui ne seraient pas applicables, par exemple, en assurance de créanciers. Vous avez entendu parler de la notion du compte en dividende de capital pour une entreprise. Alors, le capital d'essai est versé à l'entreprise et là, les actionnaires restants ou survivants ont l'option de sortir les dividendes, quelques dividendes à tout le moins, de l'entreprise libre d'impôt. C'est un autre avantage. Clairement. Ouais. Peut-être tu peux nous parler d'un Oui. exemple, justement, pour démontrer avec un exemple concret, là, c'est quoi les prix. Là, ça peut être aussi ridicule que quoi, là, un prix pour une assurance quand même d'un montant important.
En fait, dans une entreprise, souvent, on va travailler avec un horizon temporel. On va planifier pour peut-être vendre l'entreprise éventuellement. Donc, ce qui fait qu'on a un besoin éphémère souvent en assurance temporaire. L'assurance temporaire, Maxime en a parlé, c'est pas tellement dispendieux. Euh, L'important, c'est d'établir la juste valeur marchande de l'entreprise. Peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas, puis c'est bien correct. Il y a des formules qui existent pour ça, pour évaluer la juste valeur marchande d'une entreprise. Fait que prenez l'exemple ici. On a une entreprise qui est évaluée à 1 million, 500 000 de dette. Alors, pour une femme non fumeuse 30 ans, un temporaire 10 ans, par exemple, qui est une formule relativement populaire, évidemment, selon l'horizon, là, puis l'amortissement des prêts et tout, mais 1,5 million pour la portion de cet actionnaire-là coûterait 443 par année pendant 10 ans, prime garantie. Alors, c'est pas tellement dispendieux. Évidemment, on ne peut pas le déduire des dépenses parce qu'on a déjà un avantage fiscal de faire payer l'assurance vie de l'entreprise. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas des primes exorbitantes. Voilà. Exact. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah, OK, je prends un temporaire 10 ans pour réduire les coûts, mais dans 10 ans, je vais me faire attendre, me faire ramasser. Ça peut être vrai, mais en cours de route, on est capable de transformer ce temporaire 10 ans-là en Bon point. d'autres types de produits, le Bon temporaire point. 20 ans, permanent ou quoi que ce soit. On peut ressouscrire un autre temporaire 10 ans plus tard si notre santé est bonne, puis retourner au marché. Donc, il y a toutes sortes d'options là, pour s'assurer de garder les coûts contrôlables et de se protéger adéquatement. En résumé, pour l'assurance vie, c'est pas obligé d'être dispendieux. Ça peut l'être, dépendamment du produit qu'on va sélectionner. S'assurer d'avoir un produit individuel à part, de mettre ça dans la bonne entité et d'être accompagné par quelqu'un qui connaît les entrepreneurs et la réalité fiscale, légale et financière d'un entrepreneur, d'un repreneur ou d'un propriétaire. Au niveau assurance invalidité, ça fait pas mal le tour pour l'assurance vie. Assurance invalidité, bon, au niveau selon nous, c'est possiblement l'assurance la plus importante, qui parfois n'est pas suffisamment couverte, là, parfois souvent. Donc, pourquoi c'est la plus importante ou une des plus importantes protections? C'est qu'avec l'assurance invalidité, on assure votre capacité de gagner un revenu. Tantôt, Michel faisait référence que vous êtes le principal actif de l'entreprise comme actionnaire, comme employé clé, c'est vrai. Puis cet actif-là permet de générer des revenus. Donc, si on est invalide, pas capable de travailler, reste chez nous, malade, quoi que ce soit, ben c'est des revenus qui ne rentrent pas. Donc, en invalidité, on assure une prestation mensuelle. En respectant les critères d'invalidité de l'assureur, bien là, par la suite, il va verser avec un délai d'attente plus ou moins grand selon ce qu'on aura sélectionné, une prestation mensuelle pour remplacer votre revenu. On peut assurer votre salaire et on peut assurer les bénéfices de l'entreprise aussi. Dépendamment comment on structure le produit, qui paye quoi, il y a certaines façons de structurer qui fait qu'on assure juste les salaires d'une telle façon. Puis pour les bénéfices, il faut avoir le produit autrement structuré. Mais il y a plein de façons de le faire pour que les prestations soient soit non imposables ou imposables, que les primes soient déductibles ou pas déductibles. Il y a différentes options là, de mettre en place les couvertures, puis il faut vraiment bien l'évaluer puis le faire comme il faut par rapport à ça. Il existe également une clause en assurance invalidité qui s'appelle le rachat de parts, c'est-à-dire que lorsque dans notre convention d'actionnaire, c'est prévu qu'un des actionnaires est invalide de façon permanente ou après 2 ans d'invalidité, il se déclenche un processus qu'on doit racheter ses parts, bien là, l'assurance invalidité rachat de parts peut venir verser une prestation forfaitaire pour permettre à l'entreprise de payer les parts de l'actionnaire qui est invalide de façon permanente. Fait que ça, c'est souvent méconnu ou inconnu, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place comme couverture. Puis l'autre couverture en assurance invalidité qui est très intéressante pour un repreneur qui a des dépenses régulières, c'est l'assurance frais généraux. Encore là, c'est déclenché par une invalidité. Donc, si on tombe invalide, l'assureur va payer une prestation mensuelle qui va venir payer les dépenses mensuelles de l'entreprise à ce niveau-là. On va le regarder un petit peu plus attentivement plus loin. Au niveau des aspects clés avant de souscrire une assurance invalidité, c'est, comme je disais tantôt, qui souscrit l'assurance? Moi, personnellement, je paye les primes avec mon salaire net puis je m'assure que mes prestations sont non imposables. Si tu ma compagnie, parce qu'on est plusieurs de la même catégorie d'emploi qui souscrit ce produit-là, puis on peut regrouper ça
sous un régime de protection de salaire. Il y a différentes solutions là, qu'on peut mettre en place pour savoir c'est qui paye quoi puis à qui serait payable la prestation comme telle. Au niveau des types de contrats, encore là, il n'y a pas juste le prix. Surtout en invalidité, il y a plein d'assureurs, il y a plein de types de contrats. Il y a des contrats moins dispendieux, plus dispendieux. Nous, on croit qu'on devrait toujours prendre quelque chose, oui, qui est plus dispendieux, mais qui est blindé. Blindé veut dire mes primes sont garanties, on le sait à quoi s'en tenir, on n'aura pas d'augmentation de primes liées à notre catégorie d'emploi. On sait qu'on démonte nos revenus au moment de la souscription de l'assurance. Ça veut dire que quand on va réclamer, ben, on n'aura pas de surprise si, mettons, on a une mauvaise année ou 2 mauvaises années que nos revenus assurables ont baissé. Comme on a déjà démontré nos revenus lors de la souscription, on n'est pas obligé de les redémontrer lors de la réclamation à un moment qui est pénible puis qu'on a besoin d'être supporté. Fait que ça, il y a des contrats qui sont structurés d'une façon ou d'autres qui sont structurés qu'il faut démontrer les revenus au moment de la réclamation. Oui, ils sont moins chers, mais on peut avoir des mauvaises surprises dans le futur. Au niveau des avenants et des autres garanties, on va les détailler tantôt, mais il y a toutes sortes de clauses qu'on peut ajouter dans des contrats d'assurance invalidité. Il y en a, selon nous, qui sont vraiment primordiales. On va les adresser. Puis, dernier point au niveau des aspects clés que je voulais aborder aujourd'hui, c'est au niveau de l'assurance collective. Souvent, on va dire, OK, j'ai une assurance collective pour mes employés, je suis inclus là-dedans, je n'ai pas besoin d'une assurance invalidité à part. Par contre, il y a moyen de se dissocier de l'assurance collective comme actionnaire ou comme employé clé avec une même catégorie là, de gestionnaire ou d'administrateur, de dire, ben, nous, on va créer une catégorie que l'assurance collective en invalidité, on se sort du programme, puis nous, on va se souscrire des assurances individuelles pour avoir un produit beaucoup plus blindé qui offre les garanties qu'on va voir à la prochaine slide, qui est des garanties beaucoup plus solides qui vont me permettre de bénéficier de ces prestations-là si jamais il arrive de quoi, contrairement à l'assurance collective qui n'est pas toujours la plus blindée comme telle. Donc, au niveau des avenants importants en invalidité, on a tout ce qui est profession habituelle. Profession habituelle, c'est que d'emblée, dans un contrat d'assurance invalidité, si vous tombez invalide, vous avez une période de 2 ans où si vous êtes incapable de faire tout travail, l'assureur, normalement, ne vous obligera pas à retourner travailler, même si vous êtes capable de faire autre chose que votre propre travail. La profession habituelle, quand on rajoute la clause de prolongation, ce que ça fait, c'est que ça nous permet, au bout des 2 ans, si jamais on est incapable d'exercer nos principales fonctions de notre travail, mais peut-être qu'on serait capable de faire autre chose, l'assureur ne peut pas vous obliger à dire, ben, va faire autre chose parce que sinon, j'arrête de payer. On est vraiment quand même protégé par la suite. Propre profession va encore plus loin. C'est-à-dire que si on est incapable de faire notre propre profession, mais qu'on veut aller travailler dans un autre domaine, qu'on est capable de travailler dans autre chose, bien, on peut continuer de toucher des prestations d'assurance invalidité tout en gagnant un revenu dans une autre profession qu'on serait capable de faire. Donc, généralement, pour un entrepreneur qui ne veut pas je pense que tout le monde veut retourner travailler là, quand il est capable. C'est juste que souvent, les entrepreneurs, notre tempérament, c'est de dire hey, je ne resterai pas assis sur le pouf puis je veux faire de quoi, mais là, si je suis plus capable de faire ma job, je veux faire d'autres choses, mais je ne voudrais pas perdre mes prestations parce que l'autre chose, c'est moins rémunérateur. Bien, cette clause-là va vraiment venir nous aider à ne pas être obligé de rester chez nous pour toucher nos prestations. Bien entendu, on va mettre une indexation au coût de la vie sur nos couvertures. Invalidité partielle proportionnelle, bien là, ça va vraiment nous permettre de retourner progressivement au travail. Parce que dès qu'on remet le pied au bureau, si on n'a pas cette clause-là, bien, l'assureur va arrêter de payer parce qu'il va dire tu es capable de travailler, j'arrête de payer. Mais si on y va graduellement, sous recommandation du médecin, puis où il y a des pertes financières reliées au fait qu'on n'est pas là à temps plein, bien, il y a une couverture qui peut entrer en ligne de compte grâce à cette protection partielle proportionnelle-là. Puis aussi, bien, on peut mettre un remboursement des primes. On n'aime pas ça payer dans le vide des assurances. Fait que si on se dit, bien, si je ne réclame pas,
avec ce remboursement des primes aux 7 ans-là, c'est qu'à tous les 7 ans qu'on n'a pas réclamé, l'assureur va nous rembourser 50 de toutes les primes qu'on va avoir payées. Donc, ça peut être une alternative là, intéressante. Fait, en bref, par rapport à tout ce que je viens de dire, questions à poser à votre courtier, votre planificateur financier, qui sont selon moi importantes, c'est bon, est-ce que mes primes sont garanties ou ça va monter si jamais ma catégorie d'emploi est révisée par l'assureur? Est-ce que je dois prouver mes revenus au moment de la réclamation ou je les démonte là, puis c'est correct, je suis sûr d'avoir mon montant si je tombe invalide? Puis est-ce que je pourrais aussi augmenter ma protection sans preuve, qui est un autre avenant qu'on peut mettre pour s'assurer que si vos revenus augmentent, ce qui risque d'arriver, bien, vous allez pouvoir souscrire année après année davantage d'assurance pour continuer d'augmenter votre protection sans démontrer votre assurabilité, même si vous avez eu des changements au niveau de votre état de santé. J'arrive aux frais généraux. Je laisserai Michel parler d'assurance frais généraux, là, toujours dans le volet invalidité. Donc, Michel, parfait. si vous avez le Merci, bord. Mac. Ben, un des défis que vous avez, que vous aurez, c'est de comprendre le principe du maximum assurable. Fait que si votre revenu, par exemple, est déclaré en salaire et on se rappelle qu'un dividende n'est pas assurable parce qu'il est discrétionnaire. Donc, si votre salaire déclaré, souvent, on va se déclarer un salaire un peu moindre pour laisser les valeurs accumulées dans l'entreprise et investir, c'est parfait. Alors, souvent, on va essayer de déplafonner ce maximum assurable-là en allant compenser pour des dépenses fixes, des frais fixes. Alors, loyer, immeuble, location, taxes, salaire euh, peuvent indirectement nous aider à maintenir le cash flow de l'entreprise parce que s'il arrive une invalidité d'un des deux actionnaires, bien là, il va y avoir de la pression sur les liquidités. Alors, l'assurance frais généraux coûte généralement pas tellement cher. Les primes sont déductibles dans les dépenses d'entreprise. Évidemment, ils vont être versés à l'entreprise et là, selon le cadre ou la convention établie, bien, on va se servir de ces prestations-là pour aller payer nos dépenses fixes et en même temps, peut-être payer le dividende qu'on devait payer à l'actionnaire qui est invalide à la maison ou payer des ressources pour le remplacer, la remplacer, cette personne-là. Alors, c'est une façon pour nous et l'assureur d'aller un peu déplafonner les maximums assurables qui sont souvent limités au salaire qu'on décide de se payer selon la convention d'actionnaire. Puis, ça nous permet d'avoir un bon maintien du cash flow. Grosso modo, les primes sont relativement abordables, moins dispendieuses que l'assurance salaire proprement dite. On peut jouer avec les délais d'attente. Évidemment, si vous avez un délai d'attente plus long, la prime sera plus basse. Plus on raccourcit le délai d'attente. Alors, tout ça est pris en considération avec le cash flow, la disponibilité des fonds et des recommandations qu'on vous fait. On essaie d'aligner tout ça. Grosso modo, c'est extrêmement populaire, l'assurance frais généraux. On la voit relativement souvent et nous, on la recommande assez souvent. Dépendant, évidemment, si vous êtes travailleur autonome à la maison puis vous n'avez pas de dépenses fixes, peut-être moins pertinent, mais dès que vous êtes en entreprise avec des loyers à absorber, des, des immeubles, l'inventaire, des comptes recevables. Bon, les comptes recevables sont moins assurables, mais les services publics, l'équipement, la location, l'achat d'équipement. C'est un peu comme ça que les frais généraux servent à déplafonner un peu le maximum assurable. Excellent. Fait que dans le fond, ce qu'on veut que vous reteniez par rapport à l'assurance invalidité ou frais généraux là, qui est inclus dans ces besoins-là, c'est qu'il y a plein de façons de structurer le contrat. Il y a plein de contrats différents. Il y a plein de façons de le positionner dans une entité ou dans un autre, de le payer d'une certaine façon pour que ce soit imposable ou pas, les prestations. Puis il y a surtout beaucoup de clauses à tenir compte avec votre planificateur financier pour s'assurer que votre contrat, une fois que c'est fait, que vous n'ayez pas de zone grise, de dire ah, ça va-tu payer, je vais-tu avoir ça, juste pour sauver une coupe de piastres par mois ou par année de prime. Nous, on considère que c'est une couverture qui doit être mise en place, qui doit être vraiment évaluée. Puis peut-être juste en terminant, la différence entre l'assurance collective et l'assurance individuelle, les clauses sont quand même majeures, là, les différences là, par rapport à la propre profession habituelle, indexation, remboursement de primes, ça n'existe pas au niveau de l'assurance collective comme telle. Fait que, des fois, là, pas juste balayer du revers de la main en disant j'ai déjà une assurance collective avec tel assureur, j'ai pas besoin de ça. D'évaluer, de dire ah, veux-tu checker Maxime ou votre planificateur
si je me sors de l'assurance collective puis je me souscris à un contrat individuel, c'est quoi ça représente comme prime, comme économie de l'autre bord, puis qu'est-ce que ça me couvre en plus? Ça vaut la peine là, d'évaluer vraiment cette option-là aussi, hein. Donc, on a couvert assurance vie, invalidité. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans la présentation. J'y arrive. Ah, ouais, ben peut-être, il y avait Oui, au mais il niveau y a le des risque. risques, là. Oui, Ouais. bien, si je vous questionnais tout le monde sur l'appel aujourd'hui, puis je vous disais quel est le principal risque que vous courez en termes d'invalidité, probablement que la plupart d'entre vous auraient répondu évidemment le cancer, mais peut-être les blessures. On a l'impression que l'invalidité, c'est souvent les blessures, accident de travail, blessures, tout ce que le musculo-squelettique implique. Mais regardez ici la gestion des risques, les invalidités. Si on prend les trois principaux risques, les troubles mentaux, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Si on prend ces trois risques-là, on arrive à peu près à 60 de la gestion des risques. Alors, les principales réclamations sont dans ces trois catégories-là. Puis, je vous invite à vous mettre dans la position qu'on dit souvent à nos clients dans les entrevues. Mettons-nous dans la position où un matin, dans un meeting, un de vos partenaires vous annonce que c'est le lendemain du diagnostic de cancer. Le chaos que ça peut créer dans le futur d'entreprise, la pression sur les liquidités, la pression sur les opérations. Alors, il ne faut pas sous-estimer ça. Encore là, comme on l'a dit tantôt, il y a des façons de bâtir le produit, mais c'est important de comprendre le risque que vous gérez. Puis ça, c'est la totalité des risques. Il n'y a pas d'âge moyen, là. Par catégorie, il y en a, mais rappelons-nous qu'un diagnostic est invalidant, évidemment, puis ça amène la convention souvent d'actionnaire à être exécutée. Puis Ouais. tous les risques qui Euh, s'en suivent. Excusez-moi, il vous reste 4 Oui, minutes. parfait. Merci beaucoup, Nolwenn. Donc, en terminant là-dessus, d'où l'importance de souscrire tôt, parce qu'en processus de tarification en assurance, c'est sûr que c'est comme un assureur ne veut pas assurer une maison qui brûle, ben, on ne veut pas assurer quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé importants. Fait que pour éviter d'avoir des exclusions ou des surprimes importantes, ben, on recommande d'y aller assez tôt là, dans le processus pour se couvrir. Dernier point aujourd'hui, assurance maladie grave. Qu'est-ce que ça couvre, l'assurance maladie grave? Des fois, on dit, ah, j'ai invalidité, je n'ai pas besoin de ça, mais c'est deux besoins quand même complémentaires qui se croisent à un certain niveau. L'assurance maladie grave, grosso modo, c'est en cas de diagnostic d'une maladie grave, il y a une prestation forfaitaire. Invalidité, c'est mensuel tant qu'on est invalide. Maladie grave, dès qu'on répond aux critères d'assurance maladie grave, ben, il y a une prestation qui est versée du montant d'assurance. Couvre généralement plus ou moins 25 maladies. Il y en a d'autres, là, mais les trois principales réclamations, c'est cancer, ACV, puis crise cardiaque, là, tout ce qui est lié à des problèmes cardiaques. C'est payable 30 jours après le diagnostic si l'assuré est toujours en vie. Donc, ça, on va couvrir quel genre de besoins en compagnie dans une entreprise avec l'assurance maladie grave? Bien, pour les dettes, on va couvrir les dettes, couvrir l'employé clé aussi. Ça ne peut pas obligé d'être quelqu'un qui est actionnaire, mais la compagnie pourrait souscrire une assurance maladie grave sur la tête d'un des employés clés que s'il quittait à cause d'une maladie, ben, ça mettrait de la pression justement sur l'entreprise. Ben, on peut souscrire ce genre de protection-là pour des personnes qui ne sont pas nécessairement des actionnaires. C'est sûr que d'avoir ces liquidités-là qui rentrent, des fois, on peut dire, ben, OK, je vais revenir plus progressivement au travail ou je vais prendre ça plus relax pour vraiment me remettre 100 de cette maladie-là. Donc, ça va nous permettre de ça. Ou sinon, ben, c'est au niveau du rachat de parts là, que ça va nous permettre de payer les parts de l'actionnaire qui est malade si jamais il est vraiment malade et qu'il ne peut pas revenir. Fait que par rapport aux causes, ben, je viens d'en parler, le cancer envoie 70 des réclamations. On connaît tous quelqu'un qui a été atteint de ça, donc on n'est pas 100 toujours protégé du risque de tomber malade. Donc, avec ça, ben, on a une prestation là, qui va rentrer là, dans la compagnie. Au niveau des stratégies, modalités particulières, je vais un peu vite parce que je veux qu'on vous parle de la dernière diapositive, là, un peu plus loin. Maxime, Oui? en fait, il reste 6 minutes, mes excuses. Ah, OK. 6 minutes? Bon, OK, d'accord. Good, fait qu'on vient de souffler un peu. Ouais. Fait que,
Au niveau des assurances maladies graves, grosso modo, c'est que là-dedans aussi, il y a différentes sortes de produits. On peut avoir des produits temporaires, des produits permanents, des produits qui nous couvrent jusqu'à 65 ans, 75 ans. Fait que les prix, bien entendu, sont en fonction de la couverture qu'on va sélectionner. Il y a différents avenants aussi, puis il y a des assureurs que d'emblée vont venir protéger contre la perte d'autonomie à long terme, là, même le produit. Il y en a d'autres que c'est une clause qu'il faut rajouter. Fait qu'il y a plein de particularités selon les assureurs qu'on va utiliser par rapport à ça. Et il y a aussi cet avenant-là qui parfois nous fait plaisir, c'est le remboursement des primes à 100 parce que généralement, on n'aime pas ça payer dans le vide les assurances. Tantôt, je parlais de l'assurance invalidité, il y avait un remboursement des primes possible pour la plupart de nos contrats à 50 à tous les 7 ans. Mais au niveau de l'assurance maladie grave, ce qui est particulier, c'est qu'on peut mettre une clause de remboursement des primes à 100 Donc, dans ces cas-là, puis même une clause de remboursement des primes en cas de décès. Fait que quand on tombe malade, la prestation est versée. Quand on décède, il y a un remboursement des primes au décès. Puis, si on n'y arrive à rien de tout ça, ce qu'on souhaite, bien, on peut quand même se faire rembourser 100 des primes qu'on a payées après un minimum de 15 ans ou à l'expiration du contrat, dépendamment des clauses qu'on va mettre en place. Ce qui m'amène à vous parler d'une stratégie qui existe là, au niveau de l'assurance maladie grave en prime partagée. Michel, je ne sais pas si tu veux peut-être Oui, parler avec de la plaisir. structure de tout ça. Avec Puis, plaisir, ben oui. Une des missions de votre équipe de planificateurs financiers, c'est de créer de la valeur. On en a parlé souvent. Une des façons de créer de la valeur et de couvrir un risque, faire une pierre deux coups, c'est d'y aller avec ce qu'on appelle la stratégie de copropriété. Vous allez entendre parler d'un paquet d'expressions dans l'industrie, le split dollar, la copropriété en maladie grave ou la prime partagée. En fait, ce que c'est que c'est une entente bilatérale entre l'actionnaire ou l'assuré. Ça peut être une personne clé, il n'est pas obligé d'être actionnaire. Ça peut être votre contrôleur, par exemple, qui n'est pas actionnaire comme tel, et la compagnie. Alors, c'est une entente entre les deux parties. Il faut que les deux parties soient impliquées dans la protection. Parce que ce qu'on veut protéger, c'est l'appauvrissement et ou l'enrichissement d'une partie versus l'autre. Donc, s'assurer que si on a un actionnaire qui devient malade, une maladie grave et qui s'absente pour une période prolongée, la compagnie continue de rouler, les liquidités continuent, les opérations continuent, mais l'actionnaire aussi a des moyens financiers pour faciliter sa guérison à la maison et son retour au travail. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on établit une protection. On y va selon quelques critères, des facteurs de calcul, et on arrive avec un besoin, et on dit, bon, ben voilà, la convention de prime partagée va se faire entre la compagnie et son actionnaire, et la prime sera partagée en deux volets. Alors, il y aura une portion payée par la corporation, tout ce qui est par rapport au risque couvert, donc le coût. Et l'actionnaire, lui, va payer ce qu'on appelle la portion du coût pour le remboursement des primes. Alors, je vous donne un exemple. Si une couverture coûtait 500 par mois, il y aurait peut-être 300 des frais qui seraient applicables à la compagnie. Je pense qu'on l'a la page suivante. D'ailleurs, la ventilation de la prime. Regardez en bas, on a un homme non-fumeur, 35 ans, et la prestation de 500 000 d'assurance maladie grave, un facteur, comme je vous ai dit, d'analyse de besoins. On arrive avec une prime totale de 7 492. C'est le coût total. Mais il y a une ventilation en deux. Alors, il y a 3 077 qui seraient payés par l'actionnaire avec de l'argent déjà imposé. Je vous explique le concept tantôt. Alors, c'est payé avec de l'argent net. Et il y a la portion du risque qui serait 4 415 qui serait payée par à même les ressources financières de l'entreprise. Alors, on a cette implication-là des deux parties. Et le remboursement des primes, si on met une période de 15 ans, par exemple, l'actionnaire pourrait se faire rembourser la totalité des primes payées, incluant la portion payée par son entreprise. Parce qu'il s'est impliqué dans le processus de copropriété, l'ARC dit, il y a une convention, c'est notarié, on a la preuve qu'il y avait les deux entités étaient impliquées. Alors, ce que ça fait, évidemment, vous avez compris que dans 15 ans, on se voit rembourser 15 années de 7 492 de primes. Et notre coût réel, notre coût pour l'individu, c'est 15 années de 3 077 de coût. Ça crée de la valeur, du rendement interne.
Alors, c'est un peu comme ça que la mécanique fonctionne. Maxime, je te laisse expliquer les aspects clés là, pour finir. Oui. Ben, c'est sûr que c'est super intéressant comme stratégie, mais il Ouais, faut déterminer qu'on a un besoin. Là. On ne fait ouais. pas ça juste pour le fun non plus. Là. Donc, l'idée, c'est de déterminer le besoin, les dettes, le rachat de parts, quoi que ce soit. Puis là, après ça, on met ça en place. Parce qu'il y a moyen d'avoir une assurance maladie grave beaucoup moins dispendieuse que ça, pas de remboursement de primes, juste temporaire. Puis Au ça peut niveau être personnel, correct. Au niveau personnel, au niveau de la compagnie, ça peut être correct de le faire comme ça. Mais quand on dit je ne veux pas payer dans le vide, je veux être sûr que peu importe ce qui arrive, je vais récupérer des billes, bien ça, c'est la meilleure façon de le faire selon nous. Ça peut être mis dans une compagnie opérante ou la compagnie de gestion, dépendamment combien d'actionnaires sont impliqués, qu'est-ce qu'on veut couvrir comme protection, comme besoin, justement, où est-ce qu'on veut que la prestation soit payable si jamais il arrive une maladie. On doit avoir une protection qui a une durée, une certaine durée, parce qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose de permanent, parce que sinon, il peut y avoir une considération d'appauvrissement pour la compagnie, d'être obligé de payer une prime trop chère pour le besoin qui est normalement temporaire jusqu'à l'âge de retraite de l'actionnaire. On doit absolument mettre en place une convention de partage de primes qui est rédigée par un notaire ou un avocat. Ça, votre planificateur financier qui est habitué de traiter avec ce genre de dossier-là pourra vous référer un professionnel à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bien important de bien déterminer le tout pour que ce soit le plus blindé possible. Donc, l'actionnaire doit payer pour sa portion de prime, pour le remboursement de prime, puis la compagnie paye la portion pour la couverture d'assurance. Rendement équivalent, ça varie. J'ai mis 4 à 6 ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend tout du processus de tarification. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est à quel taux d'intérêt il faudrait placer cet argent-là, qu'on paye les primes, pour qu'au net, l'actionnaire puisse toucher l'équivalent de 15 ans de remboursement de primes dans 15 ans. Bien, le fait de pouvoir comme sortir de l'argent de la compagnie de façon fiscalement avantageuse équivaut à un certain rendement. Fait qu'en plus de bénéficier de la couverture, de protéger la business, les autres actionnaires, les créanciers, bien, on fait quand même une certaine forme de rendement tant que c'est bien mis en place, que c'est bien structuré, puis que c'est bien documenté. Donc ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez, c'est quand même des primes importantes. Là. C'est sûr qu'il faut avoir les liquidités pour mener à bien ça, parce que si on paye juste pendant 8-9 ans, on n'aura pas de retour de primes ou très peu, dépendamment des assureurs. Mais donc, il faut se rendre au bout, là, puis avoir un horizon quand même d'un 15 ans et plus pour pouvoir bénéficier de ça. C'est pas mal ça pour les différents sujets qu'on voulait couvrir par rapport à ça. Peut-être en terminant, là, j'ai perdu le contrôle pour aller à la dernière slide, là, mais peut-être en conclusion, là, grosso modo, il faut faire affaire avec quelqu'un qui est spécialisé dans les entrepreneurs. Laissez faire les mythes, prenez le temps de bien vous couvrir, puis une fois que c'est bien fait, c'est blindé, c'est des couvertures permanentes, non résiliables, on n'a pas besoin de repenser à ça. Prendre le bon produit au bon prix, dans la bonne entité, dans la bonne structure. Puis, rappelez-vous que l'assurance, ce n'est pas juste un coût, ça peut être part d'une stratégie, ça peut même être rentable, comme on vient de voir au niveau de l'assurance maladie grave. Donc, puis réviser ce besoin-là périodiquement avec votre planificateur. Si vous voulez rencontrer quelqu'un chez IG dans votre région, il y a différents bureaux. Moi, je vous invite à communiquer avec le vice-président régional de chacun des bureaux là, qui est dans votre région. Et lui, il va pouvoir vous diriger auprès d'un conseiller, planificateur ou planificatrice financière qui sait qui est vraiment bien outillé pour conseiller les entrepreneurs. Il va pouvoir bien vous accompagner là-dedans. Voilà. Nathalie, tu es sur mute. Voilà. Parfait, merci. La fameuse phrase. En fait, je notais là, tout le long de la présentation que c'était un gros sujet pour une heure de lunch, mais je pense sincèrement que Maxime et Michel là, ont réussi à nous le rendre un petit peu plus digeste. Puis effectivement, comme Maxime le mentionnait, c'est tellement complexe le monde des assurances, là, l'importance de se référer à des bons experts qualifiés, puis surtout spécialisés au niveau de l'entreprise, c'est hyper important. Euh, Sachez qu'au CETEC, on a un beau partenariat avec IG.
qui permet, puis tous les conseillers dans toutes les régions sont en lien avec les conseillers, les planificateurs. Fait que n'hésitez pas là, à contacter le conseiller du CETEC dans votre région, puis il pourra vous mettre en lien avec quelqu'un de chez IG. Fait que merci beaucoup. J'avais une petite présentation à faire sur le CETEC, ce que je pense que je vais skipper parce que j'ai quand même vu plusieurs questions très intéressantes là, pour nos deux panélistes. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire-là, c'est sûrement que vous êtes allé sur le site du CETEC. Je vais vous inviter à y retourner, à regarder. Sachez qu'on accompagne les cédants et les repreneurs dans tout le processus de transfert de l'idée de vente, de l'idée d'acheter, jusqu'à ce que vous ayez les clés entre les mains. Ça fait que allez voir notre site, mais je veux vraiment prendre les minutes qui nous restent là, avant 13 heures pour Michel et Maxime. Des très bonnes questions que j'ai vues passer. Fait que je ne sais pas si c'est Chantal ou Nolwenn là, qui va les présenter. C'est Chantal. C'est bon, Chantal. Puis restez en ligne parce qu'on a un petit sondage là, à vous faire compléter par après pour s'assurer que les prochains webinaires répondent à vos attentes. Fait que vas-y, Chantal. Tout à fait. Puis je vais juste mentionner, il y a plusieurs questions. Je ne pense pas qu'on va pouvoir tous les nommer, mais il y aura un blog qui va être écrit, puis on va revenir sur toutes les questions qui auront été posées si jamais vous n'avez pas votre réponse aujourd'hui. Donc, je commence. La première question. Selon vous, que devrions-nous chercher chez un assureur? Comment sélectionner l'assureur idéal pour notre situation? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça ne devrait pas être vous comme client, moi, je pense. Là. C'est vraiment votre expert, votre planificateur financier ou conseiller en sécurité financière qui va sélectionner ça pour vous. Donc, il va avoir une rencontre au niveau de l'établissement du besoin. C'est quoi vos priorités? C'est quoi qu'on veut assurer? C'est quoi qu'on veut protéger? Puis après ça, c'est notre rôle de sélectionner le meilleur assureur pour couvrir vos besoins. Fait que nous, on va s'assurer de sa solidité financière, l'expérience qu'on a en termes de réclamation, en termes de traitement des demandes. Est-ce qu'on a des assureurs qui sont plus piqués que d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on sait qui sont des bons payeurs, qu'on sait que la tarification va bien se faire? Il y en a un qui est embourbé présentement, puis c'est super long, puis ça ne marche pas? On n'ira pas nécessairement vers ça, même s'il y a quelques dollars de moins de primes. Fait que ça, c'est vraiment notre job en termes de partenaires là, par rapport à ça. Fait que vous ne devriez pas nécessairement avoir à vous soucier de cet aspect-là, à mon avis. Parfait, merci. Je vais avec la deuxième question. Qu'est-ce qui pourrait amorcer l'activation de la couverture assurance frais généraux autre que l'invalidité? Excusez-moi. Michel, je ne sais pas si tu veux répondre. Voulez-vous que je réponde? En fait, il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient déclencher une garantie de frais généraux. C'est vraiment la déclaration du médecin traitant qui dit vous êtes invalide pour le travail que vous êtes réputé faire, pour lequel vous avez de la formation et de l'expérience. On vous met en arrêt de travail, malheureusement, monsieur, madame. Et là, le processus de réclamation s'enclenche et l'assureur paye la prestation à la lumière de la déclaration médicale. C'est vraiment la déclaration médicale qui fait foi de tout. J'espère que ça répond bien. Merci. Prochaine question. Si la convention d'actionnaire contredit le testament et ou le mandat de protection, lequel sera retenu? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que ça, c'est un volet qu'on ne couvre pas nécessairement aujourd'hui, qui est un volet légal là, qu'il faudrait vraiment prendre le temps d'analyser comme il faut là, pour être certain de répondre en détail. Là. Je ne veux pas trop m'avancer sur la priorité, puis dépendamment des clauses, puis comment que ça a été fait, là, mais je ne sais pas si Michel, tu avais une réponse générale par rapport à cet aspect-là, mais c'est un point qu'on pourrait revenir dans une situation plus spécifique. Là. J'aurais tendance à dire comme toi, Maxime, c'est de regarder au niveau juridique légal les conventions de testament. En général, le testament a toujours préséance, mais évidemment, si dans une convention entre actionnaires, on fait référence au testament, c'est facile. Si on ne fait pas référence au testament, ça peut faire place à interprétation. C'est là que ça prend les bons conseils juridiques, légaux, de vos fiscalistes, vos notaires, vos avocats. Je pense qu'on va se référer aux professionnels de leur champ d'activité. Parfait, je vous remercie. Prochaine question, elle est plus longue un peu, j'y vais. Comment définir le montant nécessaire d'assurance en entreprise pour adresser à la fois les opérations, le rachat d'actions, etc. Je pense à une police d'assurance vie permanente participante structurée pour maximiser la valeur de rachat accessible le plus tôt possible. Avez-vous une opinion sur ce type de produit? Avez-vous des points importants à nous dire pour bien mettre en place cette solution?
OK. Ben, c'est sûr, ça vient peut-être du domaine financier. La question est assez précise, là, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de besoins en premier lieu pour déterminer c'est quoi le montant. Vie, maladie grave, invalidité. Qu'est-ce qu'on est capable d'assurer en invalidité comme revenu? Fait que ça, c'est le premier point de départ, c'est vraiment au niveau du montant. Après ça, pour le produit, ben, va venir la capacité de payer. Puis, c'est quoi le besoin fondamental à court terme, à moyen ou à long terme? Quand on parle d'une vie entière avec participation, ça, c'est une assurance vie permanente dans laquelle on va accumuler des valeurs de rachat. On va accumuler de plus en plus d'assurances généralement. Cette assurance-là va être souscrite dans le but de transférer du patrimoine ou d'avoir des valeurs de rachat assez importantes pour être capable de mettre en garantie d'un financement, pour être capable de tabler sur ces valeurs-là. Donc là, ça peut être vu comme une catégorie d'actifs, pardon. Ça peut être vu comme une catégorie d'actifs qu'on va accumuler dans la compagnie, plus qu'un besoin fondamental à court terme. T'sais, dans l'assurance, le besoin qu'on couvre la dette, le rachat de part, généralement, on va le couvrir avec une assurance temporaire. Mais quand vient le temps vraiment d'accumuler des valeurs, de transférer le patrimoine, comment on va évaluer ce besoin-là? Ça va être avec nos outils de planification financière pour l'impôt au décès, pour égaliser la succession, par exemple, que vous léguez votre entreprise à un enfant, mais l'autre n'est pas dans le business, mais vous voudriez qu'il y ait un montant forfaitaire qui soit versé pour avoir le sentiment d'être équitable envers vos enfants. L'assurance vie permanente va venir pouvoir égaliser la succession de cette façon-là. Puis, bien entendu, là, comporter toutes sortes d'avantages fiscaux là, pour aider justement à payer les impôts ou juste transférer plus d'argent parce qu'on sait qu'on va en avoir trop de toute façon d'accumuler pour notre plan de retraite. Fait que, une réponse un peu longue, mais je pense que ça répond à la question. Merci beaucoup. J'en poserai une dernière, mais la réponse doit prendre moins d'une minute. OK. Si la PME est en grande difficulté financière, qu'elle ne peut plus payer les primes de toutes ses protections, que suggérez-vous? Une bonne question. C'est sûr que c'est des choix difficiles. Hein. Après ça, c'est de regarder c'est quoi la priorité. Qu'est-ce qu'on veut garder comme couverture? C'est sûr qu'on ne veut jamais en arriver là, mais quand on n'a pas le choix, ben, on va y aller par priorité. C'est quoi la priorité absolue? En général, ça va être l'assurance invalidité. On va vouloir garder cette protection-là, la capacité de gagner un revenu, parce qu'elle n'est pas nécessairement liée à la compagnie. Hein. L'assurance, même si on fait un autre travail, une autre affaire plus tard, ben, une fois que tu l'as, ta couverture individuelle permanente, tu la gardes. Fait que de perdre cette protection-là qui est ta capacité de gagner un revenu, je pense, vite de même, ça serait la priorité que je verrais. Après ça, ben là, vie, maladie grave, là, ça va dépendre des différents besoins et des primes importantes. Mais je dirais que la priorité, ce serait vraiment au niveau de l'invalidité pour s'assurer de gagner un revenu, même s'il arrive de quoi. Voilà, Nathalie, tu es sur mute. Encore sur mute. Fait que c'était la dernière question, Chantal? Il y en aurait d'autres, mais je crois que le temps va nous manquer. C'est le mot de la C'est ça, on va les traiter là, éventuellement dans un blog ou peut-être un jour une nouvelle présentation avec nos deux panélistes. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et surtout, je vous félicite d'avoir pris le temps d'être là ce midi. C'est souvent comme je le disais d'entrée de jeu, des sujets qui sont négligés quand on fait l'acquisition d'une entreprise. Fait que de prendre le temps de s'informer, ça peut juste être gagnant pour vous. Fait que merci Michel et Maxime. Là, vraiment, là, vous avez démystifié, vous avez, comme je le disais, vous avez rendu le sujet un peu plus digeste pour cette heure de lunch. Fait que merci beaucoup. Puis, participants, ben, n'hésitez pas là, à contacter soit les conseillers du CETEC qui vont être en mesure de vous transférer ou, je pense, dans les slides, là, on avait les coordonnées de Michel et Maxime là, que vous pouvez aussi contacter. Fait que bon après-midi, puis au prochain webinaire. Merci beaucoup.